Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici et de prendre part à ces conférences sur la thématique des femmes pour cette année. Je trouve que c'est particulièrement intéressant. Je vais traiter effectivement des couples de femmes en droit de la famille. Alors je vais essayer de vous présenter quelques questions qui peuvent paraître un peu techniques, mais je vais essayer de vous présenter ça de façon abordable pour vous donner des enjeux à toute la reconnaissance progressive des couples de femmes en droit de la famille qui est finalement extrêmement récente. On va pouvoir le voir ensemble. Alors, lorsqu'on parle de lorsqu'on parle de droit de la famille, on considère que le droit de la famille, ça résulte de deux choses. En réalité, ça résulte à la fois de la notion de couple et de la notion de filiation. Donc, si on doit se poser la question de la reconnaissance des couples en droit de la famille, on doit se poser deux questions. À quel moment les couples de femmes ont vraiment pu être reconnus comme étant des couples au regard de la loi en droit français, et on verra que c'est quand même relativement récent, et à quel moment les couples de femmes ont pu avoir une reconnaissance de leur famille, incluant donc des enfants, et sous quelle forme est-il possible désormais pour ces couples de femmes de faire famille finalement aux yeux de la loi. Donc ce sont les deux questions que nous aborderons successivement. Et dans un premier temps, on va se poser la question de la reconnaissance progressive des couples en droit de la famille. Des couples de femmes, en droit de la famille. Eh bien, jusqu'en 1999, vous voyez que c'est assez récent, jusqu'en 1999, il n'y avait pas de reconnaissance légale des couples de femmes en droit français. Alors, comment est-ce qu'on peut parvenir à cette conclusion ? Il faut savoir qu'en droit français, il existe actuellement trois modèles de couple. Trois modèles de couple que sont le concubinage, le PACS et le mariage. Et le PACS, parmi ces trois modèles de couple, est un modèle de couple qui est très récent, puisqu'il a été créé en 1999. Mais avant 1999, donc, il y avait deux autres modèles de couple qui préexistaient, qui étaient d'un côté le mariage et de l'autre le concubinage. Eh bien, aucun de ces deux modèles de couple n'était ouvert, n'était susceptible d'être accessible aux couples de femmes jusqu'en 1999. Alors, le mariage, bien évidemment, jusqu'en 2013 même, n'était pas accessible aux couples de femmes. Et pourtant, il n'y avait aucun texte dans le Code civil qui indiquait précisément que le mariage devait être l'union d'un homme et d'une femme. Voilà, c'est une chose qu'on n'avait pas précisée dans le Code civil. Peut-être que Napoléon, en 1804, lorsqu'il a fait adopter le Code civil, ça lui paraissait assez naturel que le mariage soit l'union d'un homme et d'une femme. Donc, ce type de précision n'a pas été intégré dans le Code civil. Alors, ça a donné lieu à quelques discussions, justement, compte tenu du fait que dans le Code civil, il n'était pas spécifiquement prévu que le mariage soit l'union d'un homme et d'une femme. Est-ce qu'il était, à ce moment-là, possible de se marier en étant deux hommes ou en étant deux femmes ? Je ne sais pas si vous le savez, mais ça a donné lieu carrément à la célébration d'un mariage en 2004 entre deux hommes à la mairie de Bègles par le maire, c'était Noël Mamère, qui a célébré ce mariage entre deux hommes. Le but n'était pas tant que ce mariage soit définitif, mais surtout de pouvoir donner lieu à des décisions de justice qui nous diraient clairement si le mariage devait être l'union d'un homme et d'une femme ou pouvait être l'union de deux hommes ou de deux femmes. Et évidemment, ça donnait lieu à des décisions de justice. Et finalement, la Cour de cassation nous a dit que même s'il n'y avait pas de texte qui spécifiquement visait cette condition d'être un homme et d'une femme pour se marier, le mariage était bien réservé à l'union d'un homme et d'une femme. Donc, il n'était pas possible jusqu'en 2013 à un couple de femmes d'accéder au mariage. Alors, on aurait pu penser quand même, à contrario, que ce serait possible pour un couple de femmes d'être considérés comme des concubins. Pourquoi ? Parce que le concubinage, pendant longtemps, c'est une notion dont on n'avait pas véritablement de définition légale, mais on considérait que finalement, le concubinage devait résulter avant tout de l'union de fait de deux personnes, du fait que durablement deux personnes vivent ensemble. Et à ce moment-là, il était tout à fait possible de concevoir qu'un couple de femmes puisse être reconnu comme des concubins.
Et pourtant, la Cour de cassation ne l'a pas admis. La Cour de cassation ne l'admettait pas. Elle retenait, jusqu'en 1999, une conception du concubinage qui était plus restrictive parce qu'elle considérait que le concubinage résultait d'une apparence de mariage. Le concubinage résultait d'une apparence de mariage, et comme le concubinage résultait d'une apparence de mariage, eh bien, ça ne pouvait concerner qu'un couple constitué d'un homme et d'une femme. Donc, à ce titre-là, finalement, la Cour de cassation a statué à plusieurs occasions, et notamment, elle a pu considérer que les règles qui prévoyaient un transfert de bail, un transfert de la qualité de locataire au concubin survivant en cas de décès d'un concubin, eh bien, ne pouvaient pas s'appliquer à un couple constitué de 2 personnes de même sexe, parce que ces couples n'étaient pas dans une apparence de mariage. Et de la même façon, la Cour de cassation a pu considérer quelque temps plus tard qu'il n'était pas possible, en tant que concubin, de se réclamer l'attribution d'avantages sociaux, notamment en qualité de compagnon de quelqu'un qui travaillait à Air France, bénéficier de tarifs préférentiels pour l'attribution de billets de voyage. Eh bien, tout ça étant réservé à la qualité de concubin, ça supposait, là aussi, d'être un couple constitué d'un homme et d'une femme dans une apparence de mariage, et donc ça ne pouvait pas bénéficier à des couples de personnes de même sexe, que ce soit 2 hommes ou 2 femmes. Donc finalement, à ce premier stade de l'évolution, donc avant 1999, les couples de femmes ne peuvent pas se marier, ne peuvent pas encore se paxer puisque le pax n'existe pas, et ne peuvent pas être considérés comme des concubins puisque ce ne sont pas des couples dans une apparence de mariage. Alors, l'évolution, dans un premier temps, résulte de la loi du 15 novembre 99, loi du 15 novembre 99, qui a instauré le pacte civil de solidarité. Ça a instauré le pacte civil de solidarité, donc ce qu'on appelle le PACS. Et ce pacte civil de solidarité, dès le début, a été ouvert tant aux couples de personnes de même sexe qu'aux couples de personnes de sexe différents. En effet, on voit que l'article 515.1 du Code civil nous dit bien que le pacte civil de solidarité, c'est un contrat conclu par 2 personnes physiques majeures de sexe différents ou de même sexe pour organiser leur vie commune. Donc ça veut dire qu'avec cette loi du 15 novembre 1999, les couples de femmes peuvent désormais accéder au PACS. Et puis finalement, par cette même réforme, les couples de femmes peuvent aussi accéder au concubinage. Ça peut paraître étonnant, mais c'est cette même loi du 15 novembre 1999 qui a instauré le PACS et qui est aussi à l'origine de l'insertion dans le Code civil d'une définition légale du concubinage. Jusqu'ici, on n'avait pas de définition dans le Code de la notion de concubinage. On avait donc juste, finalement, la définition qu'en avait quelque part délimité la Cour de cassation en nous disant que le concubinage résultait d'une apparence de mariage, donc entre 2 personnes, constituées d'un homme et d'une femme. Eh bien, ce n'est pas la définition que le législateur, en 1999, a retenue pour le concubinage. Le législateur, en 1999, a donc instauré au sein du Code civil cette définition légale du concubinage à l'article 515.8 du Code civil. Le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune, présentant un caractère de stabilité et de continuité entre 2 personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple. Donc ça veut dire que désormais, au lendemain de la loi de 1999, on a une autre définition plus extensive, finalement, de la notion de concubinage. Le concubinage peut désormais être une union de fait, non seulement entre 2 personnes de sexe opposé, mais aussi entre 2 personnes de sexe différent. Donc, par la loi de 1999, désormais, les couples de femmes peuvent être soit des partenaires pacsés, soit des concubines. Mais à ce stade, elles ne peuvent toujours pas se marier. Elles ne peuvent pas toujours se marier puisque finalement ce n'est que la loi du 17 mai 2013, loi du 17 mai 2013, que vous connaissez sous ce terme de loi qui a instauré le mariage pour tous, mais c'est pas du tout la définition légale. La loi du 17 mai 2013 ne s'appelait pas loi pour le mariage pour tous. C'est une loi qui a ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe et on n'a pas pour autant
instauré dans le Code civil une définition légale du mariage. C'est quand même ça qui est un peu étonnant, c'est qu'on a une définition légale du pax, on a une définition légale du concubinage, mais on n'a jamais eu de définition légale du mariage. On n'en avait pas avant la loi du 17 mai 2013 et on n'en a toujours pas. Alors pourquoi ? Peut-être parce que la question est encore très discutée. Je ne sais pas si vous savez, par exemple, il y a toute une controverse doctrinale chez les juristes sur le point de savoir est-ce que le mariage est un contrat ou est-ce que c'est une institution ? Est-ce que le mariage est un contrat ou est-ce que c'est une institution ? La réponse est sans doute un peu des deux. C'est-à-dire que le mariage est un peu un contrat parce que, par exemple, on peut faire un contrat de mariage pour choisir son régime matrimonial. Il y a tout un tas de choses qu'on peut maintenant convenir conventionnellement dans le cadre du mariage. Mais le mariage est aussi une institution parce qu'il y a tout un tas d'obligations légales qui résultent du mariage et auxquelles on ne peut pas se soustraire. Exemple, le devoir de fidélité. Même si certains couples mariés pourraient être tentés de souhaiter une union conjugale sans devoir de fidélité, eh bien, le devoir de fidélité fait partie des obligations légales qui résultent du mariage et auxquelles on ne peut pas légalement se soustraire. Donc finalement, le mariage est un peu un contrat, un peu une institution et c'est peut-être en raison des difficultés de véritablement, préciser dans quelle mesure il appartient à chacune de ces catégories que nous n'avons pas de définition légale du mariage dans le Code. En revanche, ce que la loi du 17 mai 2013 a intégré dans le Code, c'est une précision selon laquelle le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Donc, depuis la loi du 17 mai 2013, le mariage peut être l'union d'un homme et d'une femme, de deux hommes ou de deux femmes. Donc, depuis 1999, les femmes pouvaient soit se paxer, soit être reconnues comme étant dans un statut de concubine. Eh bien, depuis la loi du 17 mai 2013, elles peuvent aussi se marier. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est partant du principe que les couples de femmes ont un choix donc tripartite, le même choix tripartite que tous les couples désormais, eh bien qu'est-ce qui va motiver leur choix ? Qu'est-ce qui va pouvoir constituer des arguments fondamentaux pour elles dans leur choix qui est maintenant ouvert entre concubinage, pax et mariage ? Alors, il y a effectivement trois modèles de couple qui ont pour caractéristique commune d'évoquer une communauté de vie. Une communauté de vie, le mariage, selon l'article 215 du Code civil, engendre comme obligation légale de s'obliger mutuellement à une communauté de vie. On doit donc vivre ensemble. Dans le Pax, il est aussi indiqué à l'article 515.4 que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune. Et dans le concubinage, ce n'est pas une obligation, c'est plutôt une caractéristique. C'est-à-dire que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité. Ce qui fait que l'on est reconnu comme des concubins, c'est que l'on vit ensemble. Donc on voit bien qu'il y a ce point commun entre ces trois statuts, la communauté de vie. Et je ne vous cache pas que c'est une question qui est aujourd'hui débattue. Est-ce que vraiment, pour être en couple, il faut vivre ensemble ? Vous savez peut-être qu'il y a tout un tas de couples modernes, ou beaucoup moins modernes d'ailleurs, qui considèrent qu'ils veulent être en couple, mais ne surtout pas vivre ensemble, voilà, chacun chez soi, et ça se passera beaucoup mieux. Eh bien, est-ce qu'à ce moment-là, ces couples peuvent être considérés, malgré tout, comme des couples aux yeux de la loi, parce qu'ils sont liés par des liens affectifs tout de même s'ils ne vivent pas ensemble? Est-ce que ces couples peuvent être considérés comme des époux? Est-ce que ces couples peuvent être considérés comme des partenaires? Est-ce que ces couples peuvent être considérés comme des concubins? Alors, ça dépend un peu. Il est probable que s'ils ne peuvent pas vivre ensemble parce qu'ils ne peuvent pas, par exemple, l'un des deux est en prison, c'est une raison à peu près logique pour ne pas pouvoir vivre ensemble, là on est à peu près sûr que ça ne pose pas de problème. On a des textes qui nous disent que voilà, ça n'empêche pas que la communauté de vie puisse être quand même considérée comme respectée. Il y a des cas dans lesquels c'est aussi une impossibilité. On a des lieux de travail tellement éloignés l'un de l'autre qu'on ne peut pas vivre ensemble matériellement, mais dès qu'on peut, on se rejoint. À ce moment-là, on peut aussi considérer que sans doute la communauté de vie est caractérisée. Mais si c'est un choix, si on a décidé que, oui, on voulait être ensemble, mais pour autant, ne pas vivre ensemble,
Est-ce qu'à ce moment-là, il est quand même possible de considérer que la communauté de vie, dans une vision renouvelée du concept, pourrait être caractérisée tant dans le mariage que dans le pax ou dans le concubinage? Eh bien, je ne vous cache pas que je ne sais pas. La question est actuellement débattue. On se pose la question de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas envisager autrement cette notion de communauté de vie aujourd'hui, qu'il y a des couples qui ne veulent pas vivre ensemble et qui néanmoins se considèrent comme des couples pour des raisons affectives et de mise en commun parfois d'un certain nombre d'interactions financières. Voilà. Mais pour autant, ils ne vivent pas ensemble. Voilà, j'avais envie d'évoquer cette petite question avec vous. Il n'empêche que, ceci étant, les couples de femmes ont désormais le choix donc entre le concubinage, le pax et le mariage. Qu'est-ce qui va déterminer leur choix entre ces trois modèles de couple? Alors, si leur choix, c'est véritablement d'appartenir à un statut de couple, un statut qui engendre des droits et obligations, je ne vous cache pas que finalement le choix va être relativement restreint entre deux options, parce que le concubinage, ce n'est pas un vrai statut de couple. Le concubinage, c'est le statut zéro du couple. C'est le statut zéro devoir, zéro droit, zéro et obligation. Et vous avez peut-être entendu parler de cette citation de Napoléon qui nous avait dit déjà que les concubins se passent de la loi se désintéresse d'eux. Donc finalement, les concubins ont très peu de droits qui sont attachés à ce statut de concubin. Donc si véritablement un couple de femmes veut un statut qui sera générateur de droits et d'obligations, eh bien à ce moment-là, leur choix va être plutôt limité entre pax et mariage. Et à ce moment-là, on peut se demander qu'est-ce qui va commander leur choix ? Qu'est-ce qui va les déterminer à choisir plutôt le pax ou plutôt le mariage ? On a tendance à considérer que si on doit choisir entre pax et mariage, le pax reste le plus souple des deux et le mariage reste le plus protecteur des deux. Le pax reste le plus souple, pourquoi ? Parce que c'est plus facile de se paxer, c'est plus facile aussi de sortir du pax. Alors que c'est moins facile de sortir du mariage. C'est plus long d'abord de se marier, il faut préparer. Vous savez, quand on veut se marier, il faut qu'on aille à la mairie, il faut qu'on fasse des démarches, il y a le temps de la publication des bans, etc. Ça prend tout un temps, sans compter la cérémonie et la belle robe blanche, bien sûr, qui sont très onéreuses. Mais alors que le pax, c'est beaucoup plus rapide. Je ne sais pas si vous savez précisément quelles sont les options pour pouvoir conclure un pax. Il y a deux options. Une première option qui est le fait de soit trouver une convention de pax sur un livre ou sur Internet, ou éventuellement il y a des conventions CERFA de pax, c'est-à-dire qu'on va en ligne sur le site du gouvernement et qu'on voit une début de convention de pax qui nous est proposé. On coche des cases, on complète, et ensuite on prend 2 exemplaires de cette convention et on va la déposer à l'officier d'état civil qui va enregistrer la convention de pax. Et à ce moment-là, on sera paxé. Ou alors, autre option, on va chez le notaire. Et le notaire va nous va nous proposer un peu plus sur mesure une convention de pax, va nous la faire signer et à compter de cette date, nous serons paxés. Nous serons des partenaires paxés. Alors, je ne vous cache pas que le choix entre le pax, ce qu'on appelle sous seing privé, c'est-à-dire sans intervention du notaire, et le pax notarié, quel est-il ? Bien, le pax sous seing privé est gratuit, le pax notarié est payant, autour de 300 €. Mais si vous allez chez le notaire, vous aurez un conseil concernant les droits et obligations attachés au pax, et puis vous aurez aussi une conservation de la convention de pax. Et souvent aussi, le notaire va vous dire qu'il ne faut pas se contenter d'une convention de pax, et notamment, on en reparlera, si on veut protéger le survivant, il faut absolument faire un testament. Donc voilà, il y a tout un package chez le notaire, et puis il y a moins de package si on ne va pas chez le notaire. Il faut à ce moment-là trouver les informations par soi-même. Mais en tout cas, c'est facile et plus rapide de conclure un pax que de se marier. Mais on comprend bien que c'est aussi beaucoup plus facile de se dépaxer que de se démarier. Mais ce que je vous propose, pour aller un peu plus dans le détail, c'est quand même de voir les premiers droits et obligations qui résultent du pax et du mariage dans une petite perspective comparatiste. Alors bien sûr, tout ce que je vous dis concerne les couples de femmes, mais ça concerne aussi les couples qui voudraient se paxer ou se marier, et qui sont 2 hommes ou qui sont un homme et une femme. Ça fonctionne tout de la même façon.
Quels sont les principaux droits et obligations qui résultent du PACS ou du mariage et donc voyons si ce sont les mêmes règles qui s'appliquent. Il y a d'abord, parmi les règles les plus importantes qui résultent tant du PACS que du mariage, des règles qui déterminent la répartition des dépenses de la vie courante. Le principe, donc je vous le disais, tant dans le PACS que dans le mariage, c'est qu'on doit avoir une communauté de vie, on doit vivre ensemble. Eh bien, vivre ensemble, ça suppose évidemment un petit peu une certaine interaction financière concernant les dépenses occasionnées par cette vie commune, les dépenses occasionnées par le fait qu'on vive ensemble. Donc, ça occasionne chez les époux une règle prévue par l'article 214 du Code civil, selon laquelle les époux doivent contribuer à proportion de leurs facultés respectives aux charges du mariage. Alors, c'est quoi d'abord les charges du mariage? Les charges du mariage, ce sont les dépenses qui sont occasionnées par le train de vie du ménage, le train de vie du couple, mais aussi le train de vie de la famille, c'est-à-dire non seulement le couple, mais aussi les enfants. Donc tout ce qui concerne le fait de payer les dépenses qui concernent la nourriture, l'hébergement, la santé, l'habillement, le chauffage, le loyer, donc évidemment, toutes les dépenses aussi d'éducation des enfants, et puis aussi un petit peu les dépenses de loisirs, et puis de vacances pour la famille. Tout ça, ce sont des dépenses qui sont considérées comme des charges du mariage, et à toutes ces dépenses, les époux doivent contribuer à proportion de leurs facultés respectives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une contribution qui doit être équitable et non pas forcément égalitaire. Qu'est-ce que j'entends dans cette nuance entre équitable et non pas égalitaire? C'est que si on a les mêmes revenus, effectivement, on doit contribuer 50-50, mais que si l'un des deux a plus de revenus que l'autre, par exemple 30% de revenus de plus que l'autre, eh bien, il doit contribuer 30% de plus que l'autre aux dépenses quotidiennes. Ça paraît assez logique, mais il est aussi possible de contribuer autrement que par une participation financière aux dépenses de la vie quotidienne. Par exemple, il est possible de contribuer aux dépenses de la vie courante en tenant la maison et en s'occupant des enfants. Ce qui classiquement était un mode de contribution attribué à la femme, mais qui aujourd'hui peut tout à fait être aussi un mode de contribution qui peut être exécuté par un homme. Et il est aussi possible de contribuer aux dépenses de la vie courante par le fait, par exemple, de contribuer gracieusement à la collaboration professionnelle, de collaborer gracieusement à l'activité professionnelle de son conjoint. L'exemple classique, c'est un époux qui est médecin et son épouse qui va tenir tout ce qui est comptabilité et planning des interventions dans le cabinet médical, gracieusement. C'est un mode de contribution aux dépenses de la vie courante. Tout ça est prévu pour les époux. Qu'en est-il pour les partenaires pacsés? Eh bien, les partenaires pacsés sont tenus de la même façon à une aide mutuelle et matérielle qui doit s'exécuter à proportion de leurs facultés respectives et qui concerne les dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Alors, ce sont à peu près les mêmes dépenses et le principe est le même. C'est qu'il faut qu'il y ait une contribution équitable à ces dépenses, égalitaire si on a les mêmes revenus, à proportion si on a des revenus qui sont justement différents, et avec la même possibilité de contribuer aux dépenses de la vie courante en tenant la maison et en s'occupant des enfants ou en collaborant gracieusement à l'activité de son conjoint. Donc ça, c'est la première partie, c'est pour les besoins de la vie courante, les dépenses pour les besoins de la vie courante, c'est comment on se répartit entre nous le poids de ces dépenses. Et il y a une autre règle qui s'appelle la solidarité ménagère, qui s'applique aussi bien pour les époux que pour les partenaires. C'est la règle selon laquelle si je vais contracter une dette qui concerne les besoins de la vie courante, eh bien, je vais engager solidairement mon conjoint. Ça veut dire, par exemple, que si je vais contracter auprès de un fournisseur d'électricité pour que le logement soit effectivement raccordé à l'électricité, que j'ai de l'électricité, eh bien, il s'agit d'une dette qui concerne justement une dette qui est ménagère, qui concerne du coup le couple. Et si jamais je ne m'acquitte pas spontanément de cette dépense, eh bien, le fournisseur d'électricité pourra me réclamer paiement, bien sûr, mais il pourra aussi de la même façon décider de s'adresser plutôt pour être payé à mon conjoint marié ou à mon partenaire pacsé. C'est-à-dire, en fait, le système de la solidarité ménagère, c'est que le créancier, il n'a pas un débiteur, il a deux débiteurs. Voilà, c'est un système qui est destiné à permettre que pour ces dépenses de la vie courante, on soit l'un et l'autre tenus, peu importe celui qui a contracté initialement la dépense.
Donc pour toutes ces dépenses-là, pour toutes ces règles à propos des besoins de la vie courante, on a exactement, ou précise à peu près en tout cas, les mêmes règles en matière de mariage et en matière de Pacs. Autre règle fondamentale, la protection du logement du couple. Quelle est la protection du logement du couple qui résulte du mariage ou du Pacs? D'abord, première hypothèse, on est locataire. On est un couple et on est locataire. Alors évidemment, si on a choisi ensemble le logement qu'on allait louer, on va être tous les deux colocataires de ce logement. Mais si jamais je vais habiter chez mon conjoint ou chez mon partenaire, alors que lui avait seul initialement contracté le bail, était initialement le seul locataire de ce logement. Et bien à ce moment-là, si jamais je me marie avec le locataire de ce logement, je deviens à mon tour locataire de ce logement. J'ai les droits et obligations attachés au bail qui résultent du fait que je suis mariée au locataire initial et que je vis dans ce bien qui est loué. Donc je vais avoir tous les droits et obligations attachés à ce bail directement parce que je suis mariée. Et si jamais je suis le partenaire ou la partenaire de quelqu'un qui est initialement le locataire de ce logement, eh bien je vais aussi pouvoir devenir à mon tour locataire de ce bien. Mais pour ça, il faut que, avec mon partenaire, on demande au bailleur, on fasse une lettre au bailleur pour lui demander ce qu'on appelle la cotitularité du bail, c'est-à-dire demander à ce que, à mon tour, j'ai les droits et obligations attachés à la qualité de locataire. Ça permet quoi ? Bien, ça permet que je sois protégée contre les décisions unilatérales de mon conjoint de faire cesser le bail. Si un jour lui prend l'idée que non, ce logement ne lui convient plus et qu'il veut qu'on change de logement, eh bien, il ne pourra pas prendre la décision seul, puisque je serai aussi titulaire des droits et obligations attachés au bail. Et de la même façon, si le bailleur un jour décide de mettre fin au bail, eh bien, il ne pourra pas le faire en notifiant sa décision au seul locataire initial. Il faudra qu'il le fasse au couple, puisque les deux, finalement, bénéficient des droits et obligations attachés au bail. Donc c'est ça un petit peu l'intérêt de ça. Qu'advient-il maintenant si le logement n'est pas un logement qui est loué, mais un logement qui est la propriété du couple? Alors, si on achète le bien à deux, vous vous doutez bien que si un jour il est question de vendre ce bien, il faudra qu'on soit tous les deux d'accord, puisque on ne peut pas m'obliger à vendre mes droits dans un logement si j'en suis propriétaire et si je ne suis pas d'accord. Donc, si on a acheté le bien à deux, pas de problème, on est protégé. Mais qu'advient-il si je vais habiter chez mon époux ou chez mon partenaire dans un bien dont il est seul propriétaire? Est-ce que je suis protégée contre son éventuelle lubie un jour de dire « j'en ai marre, je veux vendre ce bien, il va falloir qu'on déménage ». Est-ce que j'ai mon mot à dire? Est-ce que je peux être protégée contre sa décision unilatérale à ce sujet? La réponse, c'est « ça dépend ». Ça dépend si je suis mariée ou si je suis pacsée. Si je suis mariée, je suis protégée. C'est-à-dire que mon conjoint ne peut pas décider seul de vendre le logement qui lui appartient exclusivement, mais dans lequel nous habitons ensemble. Si jamais il veut demander à un agent immobilier de mettre en vente, si jamais il veut faire une promesse de vente, si jamais il veut faire la vente, eh bien, à toutes ces étapes-là, il faudra que je sois présente et que je consente à tout ça. À l'inverse, si je suis partenaire pacsé, eh bien, j'aurais mieux fait de me marier parce que ici, mon partenaire pacsé, si un jour il se réveille avec la lubie de vendre le logement dans lequel nous vivons ensemble et qui lui appartient exclusivement, eh bien, il peut tout à fait le faire sans mon accord et me donner quelques cartons à compléter pour m'en aller ailleurs. Parce que, effectivement, il n'y a pas d'équivalent à ce qu'on appelle la codisposition du logement de la famille. En matière de Pacs, il n'y a pas cette protection du partenaire concernant le fait que je sois allée habiter chez mon partenaire pacsé. Donc ça, c'est une vraie différence déjà entre Pacs et mariage, cette protection de celui qui n'est pas propriétaire du logement. Quand je dis que le mariage est plus protecteur que le Pacs, c'est surtout en cas de dissolution. C'est surtout en cas de dissolution, comment le mariage peut-il être dissous, peut-il prendre fin? Eh bien, par deux situations. Le décès d'un des époux, nous en reparlerons tout de suite, mais aussi le divorce.
Alors, comment ça se passe pour sortir du mariage par le divorce? Eh bien, plusieurs options. Première option, on est tous les deux d'accord pour mettre fin au mariage, pour divorcer. Et en plus, on est d'accord sur tous les effets de ce divorce. On n'aura pas besoin d'aller devant le juge. On va pouvoir faire ce qu'on appelle un divorce par consentement mutuel, sans intervention du juge. Bon, ça va être relativement rapide. Ça peut se faire en 3-4 mois. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il faut juste qu'on ait chacun notre avocat. Et il faut tout un tas de démarches malgré tout. Mais si jamais on n'est pas d'accord pour divorcer, il y en a un des deux qui veut pas, ou si jamais on n'est pas d'accord sur les effets du divorce, eh bien cette fois, le divorce va devoir nécessiter de passer devant le juge, en sachant qu'il y a 3 raisons qui sont recevables pour pouvoir divorcer. Je peux divorcer pour acceptation du principe du divorce, c'est-à-dire que nous sommes tous les deux d'accord pour divorcer, simplement on n'est pas trop d'accord sur les effets. À ce moment-là, on peut divorcer par acceptation du principe du divorce. Ou alors, on peut divorcer parce que on ne vit plus ensemble. Voilà, on ne vit plus ensemble depuis au moins 1 an. Et à ce moment-là, même si mon conjoint ne veut pas divorcer, je peux faire valoir le fait qu'on est séparés depuis au moins 1 an pour obtenir le divorce. Ou alors, je peux faire valoir un divorce pour faute en invoquant une violation des devoirs et obligations du mariage, qui rend intolérable le maintien de la vie commune, des fautes à la charge de mon conjoint, bien sûr, pas des fautes à ma charge, c'est pas ça la question. Donc voilà les situations dans lesquelles il est possible de divorcer, ce qui fait que si on est seul à vouloir divorcer, eh bien ça peut quand même prendre un petit temps pour qu'on puisse sortir du mariage. Et puis, il peut y avoir des conséquences. Par exemple, un des gros enjeux des différences aujourd'hui entre PACS et mariage, c'est la prestation compensatoire. Je ne sais pas si ça vous parle trop, mais la prestation compensatoire, c'est le fait que quand il y a un des deux époux qui a des revenus plus conséquents que l'autre, eh bien à ce moment-là, celui qui a moins de revenus va subir une perte de train de vie attachée à la rupture du mariage et il va obtenir une compensation financière de celui qui a le plus de revenus pour compenser cette perte de train de vie. Cette prestation compensatoire, elle est prévue en cas de dissolution du mariage par divorce. On n'a pas du tout d'équivalent à ça en cas de rupture du PACS. Alors, quant au PACS, comment prend-il fin? Eh bien, par le décès d'un partenaire, on va en reparler, par le mariage d'un partenaire avec son partenaire ou un tiers. Je ne sais pas si vous le savez, mais une grosse partie des PACS se prennent fin par le mariage. En fait, le PACS, c'est une sorte de fiançailles moderne. Beaucoup de couples commencent par vivre ensemble, un petit concubinage, puis si ça passe mieux, au moment de l'achat d'un bien, on va aller vers le PACS. Et enfin, si vraiment on a encore tenu le coup ensemble, eh bien on ira jusqu'au mariage. Donc le PACS, c'est une espèce de fiançailles moderne. Donc ça, c'est une cause de dissolution aussi du PACS, le fait de se marier ensemble ou avec quelqu'un d'autre. Et puis, il est possible de faire une dissolution conjointe, c'est-à-dire qu'on est tous les deux d'accord pour rompre le PACS. Il faut qu'on aille en faire une déclaration à l'officier d'état civil ou au notaire. Ou alors la dissolution unilatérale. Je suis toute seule d'accord pour rompre le PACS. Je notifie à mon partenaire ma décision et le PACS prend fin. Donc là, vous voyez que le mariage est quand même plus protecteur, notamment par la prestation compensatoire, mais surtout la différence entre PACS et mariage, c'est la dissolution en cas de décès. Qu'advient-il si mon partenaire ou mon époux décède ? Alors, eh bien, la protection va être un peu différente. Il y a tout de même une chose qu'il faut noter. La première chose, qui est quand même très très importante, c'est le fait que si je suis un compagnon survivant, et que, par exemple, j'ai des droits dans la succession, en général par testament, si jamais je suis mariée, j'étais mariée au défunt ou que j'étais partenaire du défunt, je ne paye pas de droits de succession. En revanche, si j'étais simplement concubin du défunt, je suis taxée à 60% sur ce que j'hérite de mon concubin. Donc ça, je vous cache pas que c'est un peu dissuasif. C'est un peu une des raisons pour lesquelles il faut plutôt choisir entre PACS et mariage plutôt que le concubinage, parce que bon, je sais pas quel est votre rapport à l'impôt, mais en général, une fiscalité à 60%, c'est plutôt dissuasif. Alors, c'est là où on voit vraiment la différence entre PACS et mariage, c'est que le conjoint marié est bien plus protégé que le partenaire. Pourquoi ? D'abord parce que le conjoint marié va avoir des droits légaux dans la succession, c'est qu'il pourra prendre une part dans la succession même s'il n'y a pas de testament en sa faveur.
Et même s'il est en concours, s'il n'est pas en concours avec des descendants, si le défunt ne laisse pas de descendants, pas d'enfants, pas de petits-enfants, etc., le conjoint est assuré de recevoir un quart de la succession. On dit qu'il est réservataire. Le conjoint a la particularité de pouvoir être gratifié par testament d'un usufruit sur la réserve. Je ne sais pas si ça vous parle pas, on est un peu technique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut avoir la jouissance, même de la part réservée à ses enfants. La jouissance, même de la part du patrimoine réservé à ses enfants. Et il est assuré de rester dans le logement du couple gratuitement pendant 1 an, dans tous les cas. Et même dans un certain nombre de cas, il pourra rester gratuitement dans l'ancien logement du couple jusqu'à son propre décès, pour peu que le logement ait été la propriété du couple ou du défunt. Tout ça, c'est si on était marié. Et si on était partenaire pacsé? Eh bien, si on était partenaire pacsé et qu'on n'a rien prévu, le partenaire n'aura que le droit de rester gratuitement 1 an dans le logement du couple, et encore seulement s'il n'en a pas été privé par testament. Mais il peut avoir été gratifié par testament, puisque lui n'est pas un héritier légal, donc pour qu'il ait des droits dans la succession, il faut qu'il soit gratifié par testament. Et s'il a été gratifié par testament, eh bien, il aura des droits dans la succession, mais il ne peut pas, lui, avoir un usufruit sur la réserve. Alors, c'est une partie assez importante de différence. Donc vous voyez, finalement, là on voit bien qu'en cas de dissolution du PACS ou du mariage par décès, eh bien le mariage est bien plus protecteur que le PACS. Ça, c'est un enjeu fondamental de choix entre PACS et mariage. Tout ça, c'était pour vous dire, côté couple, comment ça se passait pour le couple de femmes. Mais après, ce qui nous intéresse aussi, c'est côté famille. Côté famille, comment ça se passe du côté du couple de femmes? Eh bien, là aussi, la modification est assez récente, puisque jusqu'en 2013, il n'y avait aucune possibilité d'obtenir une reconnaissance d'une double maternité. Un couple de femmes ne pouvait pas être toutes les deux reconnues en droit français comme les deux mères d'un enfant. Jusqu'en 2013, ça n'était pas possible. Pourquoi? D'abord, jusqu'en 2021, un couple de femmes ne pouvait pas... Alors bien sûr, on est d'accord, un couple de femmes, naturellement, ne peut pas procréer un enfant. Ça me paraît logique. Donc, pour pouvoir avoir un enfant à deux, il faut une intervention extérieure, généralement par le biais de la procréation médicalement assistée. Jusqu'en 2021, un couple de femmes ne pouvait pas bénéficier de la procréation médicalement assistée en France. Non pas, là encore, que le droit français nous disait que la procréation médicalement assistée était nécessairement accessible à un couple constitué d'un homme et d'une femme. On n'avait pas du tout ce genre de conditions. Simplement, il était indiqué avant la loi de 2021 que pour pouvoir accéder à la procréation médicalement assistée, il fallait être un couple avec une infertilité médicalement constatée. Et donc l'infertilité médicalement constatée faisait que ça concernait un couple constitué d'un homme et d'une femme. Mais donc jusqu'en 2021, c'était pas possible. En France, ça n'empêchait évidemment pas des couples de femmes de bénéficier de la procréation médicalement assistée à l'étranger, et notamment dans des pays assez proches, principalement Belgique, Espagne. On appelait ça d'ailleurs beaucoup les bébés Thalys pour la Belgique, parce qu'on ne prend pas la SNCF, on prend des trains Thalys en fait pour aller en Belgique, donc on appelait ça les bébés Thalys. Donc, il était possible d'aller en Espagne et en Belgique pour concevoir des enfants avec bien évidemment un donneur de gamètes masculins. Et donc, lorsque ça fonctionnait, lorsque le procédé fonctionnait, la femme revenait en France, la femme qui avait bénéficié du procédé, elle mettait au monde l'enfant, et elle était considérée comme la mère de l'enfant aux yeux de la loi, puisque en France, on a un principe qui est que la femme qui met au monde l'enfant est présumée être sa mère. Il suffit pour cela qu'elle indique son nom dans l'acte de naissance. Voilà, donc ça c'est tout à fait simple. La seule situation dans laquelle elle ne sera pas considérée comme la mère de l'enfant, c'est si jamais elle décide de ne pas donner son nom. Vous savez, c'est ce qu'on appelle généralement l'accouchement sous X, mais en fait c'est plutôt l'accouchement anonyme. Mais en tout cas, il est possible qu'elle s'oppose à ce que son lien soit indiqué, soit réalisé. Mais si elle ne le fait pas, voilà, son lien va être réalisé, va être instauré. Et ce, qu'elle soit mariée ou non, lorsqu'elle met au monde l'enfant. Attention, ce n'est pas
si ancien, cette règle, puisque jusqu'en 2005, la femme qui n'était pas mariée, lorsqu'elle mettait au monde un enfant, il fallait qu'elle fasse une reconnaissance de maternité pour qu'elle soit reconnue comme la mère de l'enfant. Voilà, il n'y avait que la mère mariée qui n'avait pas besoin de faire cette reconnaissance pour être, aux yeux de la loi, la mère de l'enfant. 2005, c'est récent quand même. Hein. Bref. Ceci étant, donc la femme qui a bénéficié d'un procédé de procréation médicalement assisté à l'étranger, accouche de l'enfant, est reconnue comme sa mère, et bien évidemment, l'autre femme, qui est à l'origine aussi du projet parental, ce qu'on appelle la mère d'intention, va vouloir à son tour établir son lien à l'égard de l'enfant. Et là, elle va se heurter à des difficultés. Pourquoi elle va se heurter à des difficultés ? Parce que ce n'est pas elle qui a accouché de l'enfant, donc elle ne peut pas bénéficier de la présomption de maternité. Et parce que on pourrait envisager qu'elle fasse une reconnaissance de maternité, mais ça n'est pas possible parce que en France, on ne peut faire une reconnaissance, par exemple, où on peut chercher à établir son lien à l'égard de l'enfant par différents procédés sans aller devant le juge, sans faire une adoption, qu'à condition que l'enfant n'ait pas déjà d'établi un lien de même nature. Ce qui veut dire que si, par exemple, je considère que je suis le père d'un enfant, je ne peux établir mon lien de paternité à l'égard de l'enfant que s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a été plus rapide pour dire qu'il est le père de l'enfant. Si jamais quelqu'un a été plus rapide que moi, eh bien, il faut d'abord que je dise que lui n'est pas le vrai père pour que je puisse dire que je suis le vrai père. Voilà, c'est une règle, ce qu'on appelle la chronologie de la filiation. Voilà. Et bien de la même façon, ici, cette deuxième femme, elle ne pouvait pas faire une reconnaissance de maternité puisque la femme qui avait mis au monde l'enfant avait déjà établi son lien, donc il n'était pas possible pour elle, à son tour, d'établir un deuxième lien de même nature sans prouver d'abord que sa compagne n'était pas celle qui avait mis au monde l'enfant. Et par hypothèse, elle ne pouvait pas prouver ça. Donc, ce n'était pas possible de faire une reconnaissance, ce n'était pas possible de faire ce qu'on appelle non plus une possession d'État. Alors, la possession d'État, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est une filiation comportementale. Quelqu'un qui va dire je suis le parent de cet enfant parce que, depuis sa naissance, je me suis comporté comme le parent de cet enfant me considère comme son parent, et aux yeux de tous, nous sommes parents et enfants. Donc ça, c'est quelque chose, une filiation comportementale qui peut permettre, là aussi, d'obtenir une reconnaissance de la filiation. Pour ça, il faut aller devant un notaire. Il faut demander à ce que le notaire fasse un acte de notoriété dans lequel on constate cette possession d'État qui va fonder la filiation. Et toujours le même principe. Pour qu'on fasse une possession d'État, il ne faut pas une possession d'État de mère, il ne faut pas qu'il y ait déjà une mère de reconnue pour cet enfant. Donc là, la deuxième femme ne pouvait pas invoquer sa possession d'État, même si elle traitait cet enfant comme le sien, parce qu'il y avait déjà une maternité d'établie. Et que donc, on ne pouvait établir une deuxième maternité que par la voie de l'adoption. Or, l'adoption, jusqu'en 2022, n'était possible que par un couple marié ou au sein d'un couple marié. Et jusqu'en 2013, il n'était pas possible pour un couple de femmes de se marier. Donc, ici, moi, je suis avant 2013. Avant 2013, les couples de femmes ne peuvent pas se marier. Comme elles ne peuvent pas se marier, elles ne peuvent pas adopter, puisque l'adoption n'est possible qu'au sein d'un couple marié. Donc voilà. Donc finalement, jusqu'en 2013, il n'est pas possible à ces femmes qui pourtant, au quotidien, s'occupent de l'enfant comme la mère légale, voilà, sont à l'origine aussi du projet parental, du projet de conception de l'enfant. Elles ne peuvent pas être considérées comme la deuxième mère de l'enfant. Alors elles ont même fait tout un tas de démarches à l'époque devant les juges pour essayer au moins d'obtenir une reconnaissance de leur rôle éducatif à l'égard de l'enfant, parce que par exemple, voilà, auprès de l'école, si on veut aller récupérer l'enfant, comment pouvoir reconnaître son droit à récupérer l'enfant? Il faut quand même avoir une base légale à tout ça. Il y a des possibilités dans des familles recomposées. On peut faire à l'égard du beau-parent, par exemple, ce qu'on appelle un système de délégation-partage d'autorité parentale. En tant que parent, j'ai l'autorité parentale, l'exercice de l'autorité parentale sur mes enfants. Mais éventuellement, je peux décider d'associer un tiers à l'exercice de l'autorité parentale sur mon enfant. Alors voilà, c'est ce qu'avaient demandé ces femmes, que la mère légale puisse déléguer une partie de son autorité parentale à sa compagne.
Et les juges ont été très restrictifs là-dessus. Ils ne l'ont admis que dans des circonstances très restrictives où la mère était beaucoup en déplacement. Voilà, donc ça posait des difficultés réelles pour qui nécessitaient que sa compagne puisse avoir une reconnaissance de son rôle éducatif. Donc c'était très restrictif. Donc jusqu'en 2013, dans toutes ces situations, eh bien, la compagne de la mère ne pouvait pas voir son statut de deuxième mère qu'elle recherchait être consacré par la loi. Alors, ce qui a changé, ça s'est fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est le fait que la loi du 17 mai 2013 a ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe. Pourquoi ça a changé la donne, le fait que le mariage soit ouvert aux couples de personnes de même sexe? Parce que ces femmes pouvaient désormais se marier. Et que comme le mariage est possible, que l'adoption est possible pour un couple marié, eh bien, ces femmes, une fois mariées, pouvaient accéder à l'adoption avec deux situations. C'est qu'elles pouvaient adopter à deux un enfant. Alors, adopter à deux un enfant, c'est certes possible, ça n'est pas toujours très simple, d'abord parce qu'il n'y a pas assez d'enfants à adopter par rapport à tous les candidats à l'adoption. Donc ça, c'est une première difficulté. Et puis, souvent, c'est des adoptions à l'étranger. Et il y a aussi un certain nombre de pays qui n'admettent pas de confier en adoption des enfants à des couples de personnes de même sexe. Voilà, ça fait aussi partie des difficultés pour ces couples qui veulent adopter à deux. En sachant, vous savez peut-être qu'en France, il y a deux formes d'adoption. Il y a l'adoption plénière et l'adoption simple. L'adoption dont on parle le plus souvent, c'est l'adoption plénière, c'est-à-dire qu'on supprime les liens de l'enfant avec sa famille biologique pour les remplacer par des liens avec la famille adoptive. Mais il existe aussi en droit français une adoption simple, qui est une adoption non pas de substitution, mais d'adjonction. C'est-à-dire qu'on va ajouter aux liens de l'enfant des liens avec sa famille adoptive. Donc, par exemple, ça peut être très utile justement dans une famille recomposée où on a un des deux parents qui s'occupe assez peu de l'enfant, qui est assez peu investi, alors que son beau-parent, lui, est beaucoup plus investi. Et à ce moment-là, le beau-parent va pouvoir finalement adopter l'enfant. L'enfant gardera son autre parent, mais il sera au quotidien davantage confié à la famille constituée de son autre parent et de son beau-parent adoptant. Donc, adoption simple, adoption plénière, tout est possible pour un couple de femmes si elles veulent adopter un enfant, mais surtout, ce qui était attendu par les couples de femmes, c'était la possibilité d'adopter l'enfant du conjoint. Puisque, justement, cette adoption de l'enfant du conjoint, une fois qu'on est marié, est possible. Et donc, ça veut dire que pour tous ces couples dont une des femmes est allée bénéficier d'un procédé de procréation médicalement assistée à l'étranger, et est reconnue depuis comme la mère de l'enfant, eh bien, il est possible à l'autre femme, une fois mariée à la première, de demander à adopter l'enfant de son épouse. Adopter l'enfant de son épouse. Alors, soit en la forme simple, soit en la forme plénière. Le critère, en fait, c'est que pour adopter en la forme plénière l'enfant de l'autre, il faut, globalement, c'est un peu caricatural, mais c'est plutôt quand même ça, il faut que l'enfant n'ait qu'un parent. Parce que si jamais l'enfant avait un autre parent, ça voudrait dire, comme l'adoption plénière, ça supprime les liens avec la famille biologique, ça voudrait dire que les liens de l'enfant avec son deuxième parent seraient supprimés au profit de son nouveau parent adoptif. Vous comprenez le principe, si c'est une femme qui a eu un enfant avec un homme, et puis ensuite elle veut que son épouse adopte cet enfant, eh bien, si jamais on admettait une adoption plénière, ça voudrait dire que les liens de l'enfant avec son père et toute la famille de son père seraient supprimés. Ce qui n'est pas généralement l'idée. Donc, on va faire plutôt une adoption simple, c'est-à-dire qu'on va conserver les liens de l'enfant avec la famille de son père et son père, et on va simplement ajouter une deuxième mère ici par le biais de l'adoption simple. Alors, quand on est dans des enfants qui ont été conçus par une procréation médicalement assistée, par hypothèse, il n'y a pas de père, puisque c'est un enfant qui a été conçu avec un don de gamètes qui empêche l'établissement de la filiation. Donc, ça veut dire que l'enfant n'a de lien d'établi qu'avec sa mère. Et à ce moment-là, il est tout à fait possible qu'il soit adopté en la forme plénière par l'épouse de sa mère. Donc ça, c'est tout à fait possible. Désormais, comme les femmes peuvent se marier, elles peuvent procéder à cette adoption ici. Alors, ça paraît logique. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsque la loi de 2013 a été débattue, on a très clairement dit
que une des conséquences de l'ouverture du mariage aux couples de femmes, ce serait qu'il serait possible à ces femmes de procéder à une adoption par l'épouse de la mère des enfants conçus à l'étranger par procréation médicalement assistée. Et pourtant, au lendemain de la loi de 2013, quand ce genre de procédure a été intenté, eh bien, il y a des juges qui ont fait de la résistance et qui ont saisi la Cour de cassation pour avis en disant « Est-ce que quand même, vraiment, on va autoriser ces couples de femmes à procéder à cette adoption alors qu'elles sont allées en fraude à la loi française, à l'étranger, bénéficier d'une procréation médicalement assistée qui n'était pas autorisée en France ?» La Cour de cassation a dit que voilà, il n'y avait pas de surprise. On avait bien dit, lorsque la loi de 2013 était discutée, qu'une des conséquences qui résulterait de cette ouverture du mariage aux couples de femmes serait qu'elles puissent adopter l'enfant de l'autre. Donc, cette adoption a été autorisée, mais je ne vous cache pas que ça n'a pas été sans quelques petites difficultés. Première étape, c'est ça, donc la loi de 2013. Deuxième étape, c'est la loi de 2021, 2 août 2021. Loi du 2 août 2021 qui a autorisé les couples de femmes ou les femmes seules non mariées à bénéficier de la procréation médicalement assistée. Alors, comment ça se passe pour ce couple de femmes ? Avant de commencer le procédé, il faut qu'elles aillent devant un notaire. Il faut qu'elles aillent devant un notaire pour faire une reconnaissance conjointe de maternité. Reconnaissance conjointe de maternité, le but, c'est d'indiquer que les enfants qui seront conçus par la procréation médicalement assistée, par ce couple de femmes, eh bien, auront comme 2 mères les 2 femmes de ce couple. Peu importe ici que les femmes soient mariées, qu'elles soient en concubinage ou qu'elles soient pacsées. Pour accéder à la procréation médicalement assistée, il n'y a pas de condition. On peut aussi bien accéder à la procréation médicalement assistée quand on est marié, quand on est partenaire, quand on est concubine, peu importe. Donc, en tout cas, il faut aller faire cette étape notariée en sachant qu'il faut faire ça avant le début du procédé, avant qu'il y ait l'implantation des embryons dans le corps de la femme. Il faut faire ça bien en amont de cette démarche devant le notaire. Et il n'est pas nécessaire à ce stade d'indiquer qui va porter les enfants. Voilà, ça n'a pas forcément besoin d'être déterminé. Et ensuite, bien sûr, on commence le procédé. On va dans des cliniques autorisées et une femme, une des 2 membres du couple, une des 2 femmes, va bénéficier du procédé. Donc, elle va bénéficier d'un don de gamètes et l'enfant va être conçu avec ce don de gamètes et soit les ovules de la femme, donc qui va porter l'enfant, soit les ovules d'un tiers donneur. En revanche, ce qui n'est pas autorisé, c'est d'utiliser les ovules de sa compagne. Vous voyez le concept ? Pour que biologiquement l'enfant soit un peu des 2, l'une qui aurait porté l'enfant et l'autre qui aurait fourni les gamètes, on pourrait envisager que celle qui ne porte pas l'enfant fournisse les gamètes. C'est ce qu'on appelle, ce procédé, ça s'appelle la ROPA. Ce procédé est interdit en France. On a autorisé la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes, mais on n'a pas autorisé ce système de ROPA. On ne peut pas utiliser les gamètes de la compagne de la femme qui va porter l'enfant pour cette conception. Petite précision, je ne sais pas si vous en avez sûrement entendu parler, la loi de 2021, ce qu'elle a fait aussi, c'est qu'elle a supprimé l'anonymat du donneur de gamètes, ce qui veut dire que l'enfant, une fois qu'il est devenu majeur, eh bien, il peut demander à avoir des informations sur l'identité du donneur de gamètes et tout un tas d'informations, de données non identifiantes le concernant. Si le procédé fonctionne, je dis si le procédé fonctionne, parce que je ne sais pas si vous savez, mais une procréation médicalement assistée en France, le taux de réussite, c'est 20-25% à peu près. Donc, ce n'est pas extrêmement important. Donc, voilà, si le procédé fonctionne et que effectivement un enfant est ainsi conçu, la femme va accoucher de l'enfant, elle sera considérée comme la mère exactement de la même façon que traditionnellement, c'est-à-dire qu'elle va indiquer son nom dans l'acte de naissance et être présumée la mère de l'enfant. Il n'y a pas de spécificité liée à l'établissement de sa maternité, liée au fait que voilà, c'est un couple de femmes qui a bénéficié de la procréation médicalement assistée. À la naissance de l'enfant, il va falloir aller faire une déclaration de naissance. Et lors de la déclaration de naissance, il va être possible de présenter l'acte notarié de reconnaissance conjointe. Et cet acte notarié de reconnaissance conjointe permettra que
la deuxième femme soit à son tour reconnue comme la mère de l'enfant. On a des actes de naissance qui ont été modifiés maintenant. Donc on peut indiquer mère numéro 1, mère numéro 2. Et donc ici, voilà, les deux femmes seront indiquées dans l'acte de naissance. Ce qui veut dire qu'il n'est plus besoin d'adopter. C'est ça qui est intéressant avec la loi de 2021, c'est que ces femmes peuvent bénéficier du procédé en France et celle qui n'a pas mis au monde l'enfant n'a pas besoin de faire une adoption. Mais ça n'est possible que pour des enfants qui ont été conçus par ce procédé depuis que c'est autorisé en France. Qu'advient-il des enfants qui avaient été conçus avant l'entrée en vigueur de la réforme à l'étranger ? Eh bien, on a mis en place un système jusqu'au 3 août 2024, pour ces enfants qui étaient issus de procédés de PMA réalisés à l'étranger et pour lesquels il n'y avait pas encore eu d'adoption, eh bien, il est possible aux femmes de faire une reconnaissance a posteriori. C'est-à-dire qu'elles vont convenir ensemble que l'épouse ou la compagne ou la partenaire de la femme qui a mis au monde l'enfant soit à son tour la deuxième mère de l'enfant. Pour cela, il faut faire donc une reconnaissance notariée a posteriori et il faut démontrer que l'enfant était issu initialement d'un projet parental commun. OK ? Autre étape. Depuis la loi du 21 février 2022, il est possible d'adopter en étant un couple pas marié. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, parce que ce n'est pas une réforme dont on a beaucoup parlé, je crois, mais depuis la loi du 21 février 2022, il est possible d'adopter à deux un enfant ou d'adopter l'enfant de l'autre, alors même qu'on n'est pas marié. Il suffit pour ça d'être soit pacsé, soit concubin, et ça, bien évidemment, qu'on soit un couple constitué d'un homme et d'une femme, de deux hommes, il est désormais possible d'adopter sans être un couple marié. Et qu'il s'agisse d'une adoption simple ou d'une adoption plénière, ça fonctionne dans tous les cas. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est qu'on ne peut pas adopter l'enfant de l'autre quand on est séparé ou quand on est divorcé entre-temps. Et ça, ce sont des situations qui posent pas mal de difficultés. Par exemple, justement, un couple de femmes est allé à l'étranger pour que l'une bénéficie du procédé procréation médicalement assistée. Et elles ont commencé à élever l'enfant à deux. Et puis, un jour, le couple s'est séparé. Mais il était prévu que la compagne de la mère adopte l'enfant. Bien évidemment, celle qui est la mère, étant en conflit avec son ex-compagne, ne veut plus qu'elle adopte l'enfant, ou éventuellement veut bien qu'elle adopte l'enfant. Mais le problème, c'est que l'adoption n'est possible qu'au sein d'un couple. Et ce n'est plus un couple. Alors, comment fait-on dans cette situation pour que la deuxième femme puisse être reconnue comme la deuxième mère de l'enfant ? Eh bien, ça va faire partie des dernières petites difficultés que je voulais évoquer avec vous, parce que finalement, on a vu qu'il y a eu une évolution progressive au cours de ces dernières décennies qui ont permis tant la reconnaissance ici des différents statuts de couple accessibles aux couples de femmes que la reconnaissance de la famille qui est homoparentale pour ces couples de femmes. Mais il reste 3 difficultés particulières à envisager. D'abord, le cas des couples de femmes dont l'une est transgenre. Qu'est-ce que j'entends par transgenre ? Il s'agit d'une femme qui initialement est née femme, mais qui ne s'est jamais considérée comme une femme et qui va se considérer comme un homme, donc se comporter comme un homme, et pouvoir obtenir un jour que, aux yeux de la loi, à l'état civil, elle soit reconnue comme un homme. Quand je dis elle, je parle de la personne transgenre. La personne transgenre va pouvoir obtenir la modification de son état civil en prouvant qu'elle est considérée par tous comme un homme. Et à ce moment-là, elle va pouvoir être considérée comme un homme aux yeux de la loi. Et cette démarche qu'on appelle la rectification d'état civil, le changement d'état civil pour une personne transgenre, ça ne nécessite plus, ça a nécessité avant, mais ça ne nécessite plus de faire une démarche médicale visant à abandonner nos capacités procréatives. Ça veut dire que une personne qui est initialement femme, qui se considère comme homme, peut être reconnue comme un homme aux yeux de la loi alors qu'elle a toujours ses capacités procréatives de femme. Et si cette personne est en couple avec un homme ou une femme,
et qu'elle veut bénéficier d'un processus de procréation médicalement assistée, donc la question est surtout de savoir si cette personne est en couple avec une femme, et qu'elle veut bénéficier de la procréation médicalement assistée, est-ce qu'il lui est possible de bénéficier de ce procédé? La question de l'accès des personnes transgenres à la procréation médicalement assistée n'a pas du tout été soulevée par la loi de 2021. C'est une question qui a été complètement occultée, mais qui a donné lieu à tout un tas de recours a posteriori, parce que dans ma situation, donc une personne femme initialement devenue homme aux yeux de la loi, qui souhaiterait porter un enfant alors que cette personne est en couple avec une femme, eh bien, ne pourrait pas bénéficier de la procréation médicalement assistée en tant que couple de femmes. Pourquoi? Parce qu'à l'état civil, ce ne sont plus des femmes. À l'état civil, c'est un homme et une femme, et que donc pour bénéficier de la procréation médicalement assistée, il faut être une femme à l'état civil. C'est pas la capacité procréative qui détermine l'accès ou non, c'est l'identité civile. Ça fait partie des choses qui sont discutées. En tout cas, ça fait partie des... Alors, ça peut paraître normal, ça peut paraître anormal. Je vous soulève les difficultés concernant des couples qui voudraient accéder à la procréation médicalement assistée et ne pourront pas accéder à la procréation médicalement assistée. Donc, elles ont fait des recours devant le Conseil constitutionnel qui a considéré qu'il n'y avait pas de méconnaissance du principe d'égalité ni du droit de mener une vie familiale normale lié au fait qu'elles ne puissent pas accéder à ce procédé. Et le Conseil d'État a statué aussi en 2024 en disant qu'il n'y avait pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale lié au fait que ces personnes ne puissent pas accéder à la procréation médicalement assistée. Ça, c'est une première difficulté. Une deuxième, c'est assez rare, je ne vous le cache pas. La deuxième difficulté est assez rare aussi, c'est la gestation pour autrui, les contrats de mère porteuse. Les contrats de mère porteuse, lorsqu'on pense contrat de mère porteuse, on pense un couple d'hommes constitué d'un homme et d'une femme, et la femme ne peut pas porter l'enfant, ou éventuellement un couple constitué de deux hommes, donc évidemment, qui ont besoin de recourir au service d'une mère porteuse pour avoir un enfant. Mais on ne pense pas toujours au fait qu'il y a aussi des couples de femmes qui vont décider d'avoir recours au service d'une mère porteuse. Alors bien évidemment à l'étranger, puisque en France c'est interdit la gestation pour autrui, mais il y a des couples de femmes qui recourent au service d'une mère porteuse à l'étranger et qui reviennent avec l'enfant. Et là c'est compliqué. Là c'est très compliqué pour qu'elles soient reconnues, ces femmes, comme les mères de l'enfant. Alors même qu'à l'étranger, dans le pays où le procédé a eu lieu, elles ont été reconnues comme les mères de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'en France, je crois que c'était l'objet de ma conférence la dernière fois, en France, aujourd'hui, pour pouvoir établir son lien à l'égard de l'enfant quand on a eu recours au service d'une mère porteuse, il faut que l'homme du couple qui a fourni les gamètes nécessaires à la conception de l'enfant soit reconnu comme le père de l'enfant. Normalement, soit on est un couple constitué d'un homme et d'une femme et on recourt au service d'une mère porteuse, et en général, l'homme du couple fournit les gamètes nécessaires à la conception de l'enfant. Il faut savoir qu'en droit français, ce qui fonde la paternité, c'est avant tout le fait d'être à l'origine de la conception biologique de l'enfant. Donc ici, cet homme, il est à l'origine de la conception biologique de l'enfant, donc il peut établir sa paternité. Si c'est un couple d'hommes qui a recours au service d'une mère porteuse, même principe. Il y en aura toujours un des deux qui aura fourni les gamètes, et à ce moment-là, cet homme sera reconnu comme le père de l'enfant. Et ensuite, il faut au deuxième, ce qu'on appelle le parent d'intention, que ce soit la femme du couple ou le deuxième homme du couple, qu'il adopte l'enfant de son conjoint. C'est-à-dire qu'on a d'abord établi le lien de paternité à l'égard d'un des membres du couple, et on dit le deuxième adopte l'enfant. Sauf que si ce sont deux femmes, eh bien, comment fait-on? Comment fait-on? Puisque à ce moment-là, il y en a, pour qu'on puisse faire une adoption de l'enfant du conjoint, il faut d'abord qu'il y en ait un premier qui soit reconnu comme le parent aux yeux de la loi. Et là, c'est pas possible. C'est pas possible puisque finalement, en droit français, encore une fois, la mère, c'est celle qui met au monde l'enfant. Et par hypothèse, il n'y a aucune des deux qui a mis au monde l'enfant. Donc, au regard du droit français, c'est très difficile de reconnaître que l'une des deux est la mère. Donc, finalement, pour ces couples de femmes, être reconnus comme les mères de l'enfant issu d'une mère porteuse, c'est quasiment impossible. Alors, je dis bien quasiment, pourquoi? Parce que je ne vous cache pas que les juges font un petit peu de la résistance. Parce que si, en fait, on a obligé
dans la gestation pour autrui à ce qu'il y ait un système d'adoption, c'est parce que lors de la réforme justement de la procréation médicalement assistée, eh bien le Sénat a voulu casser une jurisprudence libérale de la Cour de cassation qui admettait qu'on puisse reconnaître les liens à l'égard des deux membres du couple qui avaient eu recours à la gestation pour autrui sans adoption. Donc le Sénat a voulu casser cette réforme et donc obliger à passer par l'adoption. Et depuis que voilà, on est dans cette situation, pour un couple de femmes, ça serait très compliqué, même si, encore une fois, je vous disais, il y a quelques petites résistances jurisprudentielles. Et surtout, la troisième difficulté qui est la plus importante à l'heure actuelle en jurisprudence pour un couple de femmes, c'est la situation que j'ai commencé à évoquer avec vous, c'est situation dans laquelle un couple de femmes a décidé ensemble de recourir à une procréation médicalement assistée à l'étranger, est revenu avec un enfant, se sont comportés comme les deux mères de l'enfant, avec pour projet qu'il y ait une adoption. Sauf que, avant que l'adoption ne puisse être finalisée, le couple s'est séparé. Et là, deux difficultés. Une première difficulté, c'est que normalement, quand on est séparé, on ne peut plus adopter l'enfant. On peut adopter l'enfant qu'au sein d'un couple et non pas au sein d'un couple séparé. Mais là, il y a quand même eu une solution, c'est que la réforme d'adoption de 2022 a permis à ces couples-là de faire ce qu'on appelle une reconnaissance a posteriori, je crois que je vous en ai parlé tout à l'heure, pour contrer le fait que, comme on a maintenant un peu simplifié la situation avec l'accès à la procréation médicalement assistée, ces couples-là bénéficient de ce système-là. Donc ça a été possible, en tout cas provisoirement, pendant quelques temps après la réforme. Et la deuxième situation, c'est donc toujours, on a eu un enfant qu'on a élevé à deux, on avait prévu que l'autre adopte l'enfant, et puis on se sépare, et on se sépare de façon conflictuelle. Ce qui fait que la mère de l'enfant ne veut plus que son ex-compagne adopte l'enfant, donc il n'est pas possible de faire une reconnaissance a posteriori, puisque la reconnaissance a posteriori suppose qu'on soit toutes les deux d'accord, et on n'est pas toutes les deux d'accord. Et à ce moment-là, que faire ? Que faire pour l'autre qui s'est comporté comme la deuxième mère de l'enfant depuis sa naissance ? Eh bien, la réforme d'adoption a permis quelque chose, c'est qu'elle a permis, là aussi de façon provisoire, pendant 3 ans à compter de la loi de 2022, que si, sans motif légitime, la mère de l'enfant refuse cette reconnaissance conjointe a posteriori, la femme qui n'a pas mis au monde l'enfant puisse demander quand même l'adoption de l'enfant en prouvant que l'enfant est issu d'un projet parental commun et que, donc d'une procréation réalisée à l'étranger avant la publication de la loi, et que c'est dans l'intérêt de l'enfant qu'il soit adopté par cette femme. Et à ce moment-là, même si le couple est séparé, et même si la mère légale de l'enfant s'oppose à cette adoption, elle pourra être prononcée. Donc on a eu pas mal de décisions de justice au cours des dernières années à ce sujet, avec des situations dans lesquelles on pourrait se dire finalement ça simplifie, mais souvent le conflit a déjà dégénéré depuis un petit moment, ce qui veut dire que l'ex-compagne de la mère a été écartée de la vie de l'enfant déjà depuis quelque temps, 2 ans, 3 ans, et à ce moment-là, dans l'intérêt de l'enfant, est-ce que l'enfant qui est au milieu du conflit, c'est bien favorable à son intérêt que l'adoption se fasse malgré le désaccord de sa mère avec quelqu'un qu'il ne côtoie plus depuis quelque temps. Voilà. Ça fait partie des difficultés à l'heure actuelle. Alors des difficultés qui résultent du fait que ce n'est que récemment que tout ça a été simplifié, mais on voit bien pourquoi c'était important qu'on aille dans un système où on ne se contente pas d'ouvrir l'adoption, mais on va jusqu'à l'ouverture de la procréation médicalement assistée, parce que ça permet de garantir dès la naissance de l'enfant la reconnaissance du double statut maternel des 2 femmes qui sont à l'origine de ce projet parental commun. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur l'évolution récente de cette reconnaissance de statut de couple de femmes. Alors, je vous ai parlé de choses un peu techniques, mais j'ai essayé de rendre tout ça abordable. Il reste maintenant la possibilité de répondre à toutes vos éventuelles questions. Bonjour. Je veux savoir s'il y a la possibilité, si en France, des couples, des hommes se marier et avoir des enfants adoptés? J'ai pas compris, pardon. Si c'est possible en France d'adopter, de se marier, d'adopter?
si des hommes pour se marier, Ah, pardon, les hommes. oui, ils se couplent, adopter des enfants. Oui, alors c'est vrai que le sujet d'aujourd'hui c'était les couples de femmes, mais tout ce que j'ai dit pour les couples de femmes, enfin une grande partie des choses que j'ai dites pour les couples de femmes sont possibles à l'identique pour les couples d'hommes. Une grande partie seulement, puisque tout ce qui est procédé de procréation médicalement assistée pour des couples d'hommes, ça ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, pour des couples d'hommes, s'ils veulent concevoir un enfant, c'est plutôt la gestation pour autrui. Et là, c'est vraiment l'objet de la conférence que j'avais rendue l'année dernière sur l'évolution de la gestation pour autrui en France. Mais oui, il est tout à fait possible pour des couples d'hommes de se marier et d'adopter, et même, je vous dirais, d'adopter sans se marier, hein, puisque depuis la loi de 2022, il est possible d'adopter en étant un couple non marié, donc il n'est même pas nécessaire de se marier pour pouvoir avoir la possibilité d'adopter à deux un enfant ou d'adopter l'enfant de l'autre. Tout ça est tout à fait possible exactement de la même façon pour les couples d'hommes, même si voilà, c'était un peu moins le sujet de l'année. Bonjour et merci pour cette intervention très intéressante. Je voulais savoir si vous saviez quelles sont les raisons pour lesquelles la ROPA n'a pas été autorisée en France suite à la loi bioéthique, vu que le don de gamètes est maintenant n'est plus anonyme. Merci. Alors je pense que la raison, c'est qu'on est assez opposé à l'idée que le fait de fournir les gamètes nécessaires à la conception de l'enfant ferait de soi la deuxième mère. Vous voyez ce que je veux dire, en fait? Parce que c'est ça qu'il y a dans la ROPA comme idée. C'est l'idée de on est les deux mères génétiques, l'une qui porte et l'autre qui fournit le matériel. Et en France, on n'est pas du tout attaché à cette idée selon laquelle le fait pour une femme de fournir le matériel génétique ferait d'elle, lui attribuerait cette qualité de mère. D'ailleurs, c'est une question qui avait été discutée aussi devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, me semble-t-il plutôt à propos de la gestation pour autrui, hein, le point de savoir si justement le fait qu'on ait fourni les gamètes nécessaires à la conception de l'enfant en tant que mère, en tant que femme, devait favoriser l'établissement de la maternité dans un couple qui avait eu recours à une gestation pour autrui. Et vraiment, voilà, il y a une opposition de principe à cette idée-là que fournir le matériel génétique en tant que femme atteste de la maternité. Donc je pense que c'est vraiment la raison pour laquelle ça n'a pas été légalisé. Et ça fait aussi qu'il y a des couples de femmes qui continuent à recourir à une procréation médicalement assistée à l'étranger pour bénéficier de la ROPA, ou aussi pour aller plus vite. Parce que finalement, on n'a pas assez de donneurs de gamètes pour en attribuer à tous les couples qui sont en attente de procréation médicalement assistée. Ça fait que les délais quand même pour bénéficier du procédé sont très très longs en France, ce qui fait qu'il y a aussi des couples qui continuent à aller à l'étranger pour bénéficier de ces procédés. C'est pas grave, ça ne pose pas de problème. Simplement, ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle fasse le même procédé, c'est-à-dire aller devant le notaire avant pour faire une reconnaissance par anticipation conjointe, et ensuite aller à l'étranger bénéficier du procédé. Elles bénéficieront des effets légaux. C'est pas du tout interdit par la réforme de le faire, voilà. Mais à ce moment-là, il faut quand même faire la démarche préalable en France. Oui, bonjour, merci. Est-ce qu'on a pensé aux enfants? Est-ce qu'on a des études pour les enfants qui sont nés par ces procédés? Pour eux, qu'est-ce que ça leur a apporté? Parce que là, on voit plus d'un côté de frustration de ne pas avoir d'enfants, mais après, on ne parle pas de droit d'enfant ni quoi que ce soit. Est-ce que de naître dans des couples comme ça ne pose pas de problème pour l'équilibre des enfants et pour leurs repères? Voilà. Alors, je pense qu'il faudrait à ce moment-là voir des analyses sociologiques. D'abord, je suis pas sûre qu'on ait beaucoup de recul, je vous cache pas, la première chose. C'est moi ma partie, hein. Moi, c'est vraiment la partie juridique plus que la partie sociologique. Je pense que ce qui est le plus important, c'est, en tout cas, ce qu'on a essayé juridiquement par rapport à ça, c'est plutôt de garantir une connaissance à l'enfant de ses origines. De manière générale, ce qu'on a pu constater, par exemple, pour des procréations médicalement assistées, c'est la difficulté que certains enfants pouvaient faire valoir liée au fait qu'on leur avait caché leur origine. Alors, pas spécifiquement pour des couples de femmes, mais par exemple pour des enfants issus d'une procréation médicalement assistée, où on a eu recours au service d'un tiers donneur.
Et on a toujours caché à l'enfant qu'il y avait eu voilà, une intervention extérieure dans le processus de conception. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été extrêmement dénoncé. C'est-à-dire que contrairement à une idée très répandue, qu'un enfant fait l'objet d'une adoption, on ne pourra pas toujours lui cacher. Parce que, en fait, à un moment, s'il demande un extrait complet de son acte de naissance, il saura qu'il a été adopté. En revanche, un enfant qui est issu d'une procréation médicalement assistée avec tiers donneur peut tout à fait toujours ignorer qu'il est issu de ce procédé. Et ça participe de la connaissance de ses origines de l'enfant. Donc par rapport à ça, c'est surtout ce que je peux faire valoir, hein, c'est le fait que les enfants qui sont issus de ces PMA avec tiers donneur réclament d'avoir davantage d'informations, connaissances. D'abord, bien sûr, connaissance sur l'identité du tiers donneur, c'est ce qu'on a consacré, mais même si on a consacrer ce droit-là, ça n'empêche pas que, encore aujourd'hui, un couple peut tout à fait cacher à l'enfant qu'il est issu d'un tiers donneur. Alors, un enfant issu d'un couple de femmes, non. Je pense que légitimement, à un moment, il saura bien qu'il y a eu un tiers donneur qui est intervenu. Mais un couple constitué d'un homme et d'une femme peut tout à fait, encore aujourd'hui, complètement cacher, dissimuler à l'enfant qu'il y a eu recours à des tiers donneurs dans sa conception, ce qui fonde pourtant l'identité de l'enfant en quelque sorte. En tout cas, c'est ce qui est beaucoup évoqué. Bon, c'est surtout les réponses que je peux donner à vos questions. Après, voilà, je suis pas sûre qu'il y ait des vraies analyses sociales à ce sujet, ou en tout cas peut-être pas des choses très objectives à mon avis, puisque voilà, je pense que chacun a ses propres avis là-dessus. Si deux femmes sont mariées et médicalement elles sont reconnues comme étant stériles, est-ce qu'elles peuvent avoir des facilités pour avoir un enfant? Et non, mais c'est à ce moment-là où la gestation pour autrui sera envisagée. Honnêtement, c'est là où elles vont envisager la gestation pour autrui, avec toutes les difficultés que j'évoquais vraiment aujourd'hui. Un couple de femmes... Les difficultés ne seront pas supprimées si, au départ, il y a une impossibilité Non. D'accord. Ce qu'il faudrait à ce moment-là, au regard des dernières évolutions de la jurisprudence, j'aurais tendance à dire, ce serait presque qu'elles bénéficient d'une gestation pour autrui dans un pays où elles seront reconnues comme les mères de l'enfant par une décision de justice et non pas par une décision administrative. C'est une problématique d'exéquatur, etc. Voilà, c'est la toute petite dernière piste que je pourrais donner à l'heure actuelle, mais en l'état d'une jurisprudence qui est quand même très très récente. Je peux pas vous dire, voilà, à long terme. Mais c'est vraiment, moi, c'est en préparant cette conférence que j'ai vu cette problématique. J'avais quasiment jamais entendu parler d'un couple de femmes qui recouraient au service d'une mère porteuse. Et j'avais pas du tout vu les problématiques que ça pose, mais voilà, que j'entends, hein, qui me paraissent, voilà, assez étonnantes. Et voilà, pas forcément légitime, me semble-t-il. On a une problématique. Tout ça, c'est une problématique de rapport à ce qu'on appelle la parenté d'intention. Et voilà, la parenté d'intention n'est pas traitée de la même façon finalement selon les situations, c'est ce qu'on voit. D'autres questions? Non, ben on va terminer. Merci Madame Berry pour cette excellente présentation.